Chapitre 22 Le pétrole russe. Lorsque la révolution bolchevique éclate en 1917, le monde entier regarde la Russie s'enfoncer dans le chaos. Les tsars sont tombés, le communisme s'installe, et les grandes puissances occidentales observent ce bouleversement avec méfiance. Officiellement, l'Occident se méfie du bolchevisme, mais dans les coulisses, des alliances inattendues se tissent. Car, selon l'auteur, l'un des paradoxes les plus troublants du XXe siècle se joue ici. Les grandes dynasties industrielles et financières de l'Ouest, Rockefeller, Morgan, Rothschild, auraient discrètement soutenu le régime qu'elles prétendaient combattre. À la tête de l'un des empires économiques les plus puissants du monde, John Rockefeller avait bâti sa fortune sur l'or noir. La Standard Oil Company, fondée à Cleveland à la fin du XIXe siècle, dominait déjà la production mondiale de pétrole. Elle contrôlait les raffineries, les transports, la distribution et dictait même les prix du marché mondial. Mais avec la révolution russe, un nouveau territoire immense et riche en ressources venait de s'ouvrir ou de se refermer selon le point de vue. Le régime bolchevique avait nationalisé les industries, exproprié les propriétaires, confisqué les entreprises étrangères. Théoriquement, plus aucun capitaliste occidental n'avait droit de cité en Russie soviétique. Et pourtant, moins de 10 ans après la chute du tsar, un accord historique allait être signé. En 1927, la Standard Oil obtient des autorités soviétiques l'autorisation d'implanter la première grande raffinerie américaine sur le sol russe. Une première dans un pays censé être fermé au capital privé. Officiellement, il s'agissait d'un accord technique, un simple échange d'expertise industrielle. Mais selon l'auteur, derrière ce contrat se cachait un réseau d'intérêts croisés bien plus vaste. Dès la fin de la guerre civile russe, la Standard Oil aurait secrètement acquis 50% des immenses champs pétrolifères du Caucase, bien qu'ils aient été déclarés nationalisés par les bolcheviks. Une contradiction flagrante, mais passée sous silence. Les documents cités par l'auteur évoquent même le transfert de 75 millions de dollars aux autorités soviétiques sous couvert d'accords commerciaux. Une somme considérable à l'époque. Ce financement aurait permis à Moscou de reconstruire une partie de son économie et d'asseoir son pouvoir sur les ressources énergétiques. Autrement dit, le moteur industriel du communisme aurait tourné, au moins en partie, grâce à l'argent du capitalisme américain. Cette alliance inattendue n'était pas un cas isolé. D'autres géants économiques, General Electric, Ford, General Motors, établirent eux aussi des partenariats avec la jeune Union soviétique, fournissant des machines, des brevets, des ingénieurs. Mais dans le cas de la Standard Oil, l'enjeu dépassait l'industrie. Il touchait à la géopolitique mondiale. Car contrôler le pétrole, c'est contrôler l'énergie, donc la guerre, donc les nations. Et dans le grand échiquier du pouvoir global, le pétrole caucasien représentait un trésor stratégique. Le Caucase, carrefour entre l'Europe et l'Asie, était une zone d'influence clé, proche du Moyen-Orient, riche en gisements et vitale pour la modernisation de la Russie. L'auteur avance alors une hypothèse. Ces accords pétroliers ne furent pas seulement motivés par l'argent, mais par une vision politique, celle d'un nouvel ordre mondial où capitalisme et communisme, loin d'être ennemis, joueraient en réalité des rôles complémentaires. Leur opposition apparente ne serait qu'un théâtre. Un moyen de restructurer le monde autour de deux pôles contrôlés par les mêmes intérêts financiers. Dans cette lecture, Rockefeller et ses associés auraient compris que soutenir le régime soviétique, c'était en réalité investir dans un laboratoire politique expérimental. La Russie devenait un terrain d'essai où l'on pouvait tester un modèle d'État centralisé, productiviste, rationnel, un modèle qui, un jour, pourrait s'étendre bien au-delà de ses frontières. Ainsi, derrière la rhétorique des idéologies opposées, on verrait se dessiner un système économique global fondé sur la dépendance mutuelle. Les uns produisent, les autres financent, les uns prétendent s'opposer, les autres négocient dans l'ombre.
L'auteur souligne enfin un autre paradoxe. Les mêmes fortunes qui avaient soutenu les armées anti-bolcheviques pendant la guerre civile se retrouvaient 10 ans plus tard partenaires de leurs anciens ennemis. La haine du communisme aurait été, selon lui, un discours public, tandis que les affaires, elles, suivaient leur cours dans les coulisses. En résumé, la Standard Oil n'aurait pas simplement acheté du pétrole, elle aurait scellé symboliquement l'union entre le capital et le pouvoir politique mondial, une alliance discrète mais déterminante entre l'argent et l'idéologie. Et si, comme le suggère l'auteur, cette collaboration fut l'une des premières pierres du système économique global, alors la révolution russe et le capitalisme américain ne seraient pas deux forces opposées, mais les deux faces d'une même médaille, celle d'un monde désormais régi non par les peuples, mais par les maîtres de l'énergie et de la finance. Voilà, peut-être, conclut-il, le vrai visage du XXe siècle, un siècle où l'histoire se raconte à coups d'idéaux, mais s'écrit toujours à la plume de ceux qui détiennent le pétrole.